chers amis internautes, vous qui nous suivez sur la page Rokia Pedro sur Facebook et sur YouTube sur la page Lastlix, bienvenue à votre émission L'Interview. L'Interview qui a aujourd'hui le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Saliou Gomis, chargé de la vie et de l'orientation politique au parti Besduniak. Saliou Gomis, bonjour. Bonjour Okaya. Merci de nous recevoir sur votre plateau de ce jour pour parler effectivement de politique, mais aussi d'événements comme le forum que nous allons organiser qui va porter sur l'émergence la semaine prochaine. Justement, le forum, c'était le prétexte pour pouvoir vous inviter, mais comme vous le savez, l'émission, il s'agit de faire un tour de l'actualité, un décryptage donc de l'actualité politique sénégalaise bien sûr, mais aussi française et de la diaspora. Et il se trouve que cette semaine, l'actualité dominante, si on peut le dire comme ça, ça tourne plus vers l'affaire Pape Alé-Niang, si on peut l'appeler comme ça, mais surtout au plan politique, sur le projet de nomination du maire de Dakar, le projet qu'on prête au gouvernement du Sénégal. Donc on va aborder ces sujets avec vous, mais on va avant ça entrer dans l'organisation de Besduniak. D'abord, moi je vais commencer par vous poser une question basique. Ça a l'air tout bête, mais est-ce que vous êtes réellement dans l'opposition, Besduniak? Parce qu'on vous a vu allié de la paire, donc de Macky Sall, et puis depuis l'épisode du Champal, on vous voit plus dans l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes dans l'opposition? Je le confirme, Besduniak est dans l'opposition. Besduniak effectivement a été un parti allié de Benno Bokk Yakaar, dans Benno Bokk Yakaar, mais je pense que nous nous sommes engagés en politique sur la base de valeurs. Ces valeurs-là, c'est le respect de la démocratie et de l'état de droit, notamment en fait les règles de bonne gouvernance, les règles d'indépendance de la justice, les règles d'indépendance de la justice, mais aussi d'indépendance d'institutions comme le Parlement, d'indépendance d'organes de contrôle de l'État, des règles aussi de respect de la souveraineté du peuple. C'est le peuple qui est élu et nous pensons aussi que nos gouvernants doivent respecter ces règles-là, qui sont les fondements de la démocratie. Et lorsque ces règles-là ne sont pas respectées, effectivement, on ne pouvait plus, justement, sur la base de ce qui fonde notre engagement politique, être toujours avec un pouvoir, effectivement, qui n'a pas été à la hauteur dans le respect de la démocratie de manière générale. J'ai envie de vous demander, est-ce que quand Besduniak prenait la décision de rompre l'alliance avec l'APR, vous avez été consulté par vous, je veux parler du parti, des instances de décision, des instances dirigeantes du parti, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la tête de Besduniak, il y a Serigne Mansour Sy Djamil, qui a la casquette d'être un homme politique, c'est vrai, mais plus un homme religieux, un guide religieux entre guillemets, quoi. Comment ça se passe? Vous avez été consulté, vous en avez discuté en amont? Qui prend les décisions? Oui, démocratiquement. Il y a un bureau politique au niveau national, donc qui en discute et qui délibère justement. Serigne Mansour est le président du parti, mais les décisions sont discutées et il y a une délibération au niveau du bureau national. C'est sur la base de ces délibérations-là, de ces discussions-là, que le parti prend position. Justement, par rapport à ce qu'on peut considérer comme une rupture progressive, je pense qu'il y a des événements, il y a des actes qui ont été posés par le pouvoir sur lesquels Besduniak n'est pas d'accord. Et nous avons toujours été un parti qui a, même à l'intérieur de Benno Bokk Yakaar, sa liberté de parole. Et nous tenons à cette liberté de parole-là. Et même à l'intérieur de Benno Bokk Yakaar, nous avons toujours marqué le pas quand il le faut, pour dire que sur tel point, sur tel aspect, notamment, notamment les aspects sur lesquels le Besduniak n'était pas en phase, là,
la condamnation de Khalifa. Bissoudiac a dit qu'il n'était pas d'accord. Sur les ASP, Bissoudiac a dit qu'il n'était pas d'accord. Ouais. Sur l'acte 3 de la décentralisation, qui est une loi purement politique, visant justement à, notamment, avec un objectif électoraliste, justement. Sur ces aspects-là, le parti a clairement dit qu'il n'était pas d'accord. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui dans les partis, c'est qu'on en connaît le leader, bien sûr, quelques 2, 3, 4 sont au couteau, mais après, derrière, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'une organisation, il n'y a justement pas une vie politique dans le parti. Vous qui jouez, qui occupez cette fonction dans Bestuniac, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Parce qu'on ne vous connaît pas, en fait. Oui, Bissoudiac est un parti qui est né justement lors des élections de 2012. Et donc c'est un parti relativement jeune, mais un parti aussi qui a ce qu'on appelle une primo-implantation, c'est-à-dire ce qu'on appelle la dotation factorielle, qui est un terme qui renvoie un peu au Parti communiste français en fait, qui est bien implanté dans ce qu'on appelle les bassins ouvriers. Bissoudiac aussi est un parti, effectivement, qui a une dotation factorielle réelle au niveau national et qui a comme structure de base des militants, mais des militants aussi qui peuvent être des fois des militants des daïras, etc. Mais au-delà de ça, c'est des militants politiques. Ce que je veux dire, c'est que c'est un parti qui aurait plus de disciples que de militants. Il s'agit beaucoup plus de ça que de militants politiques. C'est des militants politiques. Je pense qu'on ne peut pas faire à Serigne Mansour le procès d'avoir la casquette religieuse. Tout simplement parce que ce n'est pas une nouveauté. Quand on prend par exemple l'Allemagne, qui est un pays extrêmement moderne, un pays démocratique, on voit aussi que dans cette Allemagne-là, le président de la République est un pasteur. Joachim Gauck est un pasteur. Joachim Gauck est un pasteur. Angelica Merkel est fille de pasteur. Quand on prend Condoleezza Rice, qui était secrétaire d'État américain, elle est fille de pasteur. Donc je pense qu'il n'y a pas antinomie entre la casquette religieuse, ce qu'on veut nous faire croire. Le monde anglo-saxon l'accepte, germano-anglo-saxon l'accepte assez facilement. Je pense que ce que je veux dire, c'est que le contexte n'est pas le même, parce qu'au Sénégal, il s'agit d'autres réalités et qu'on vit par rapport à... C'est quelqu'un aussi qui a été formé au Parti communiste français. Bien sûr. Il a fait l'UNEF, c'est-à-dire qu'il a, comment dirais-je, il a eu des responsabilités au niveau de l'UNEF Renouveau. Il a eu donc l'occasion d'être formé au CGT, à la CGT, excusez-moi. Donc c'est quelqu'un de profondément politique d'abord, avant d'occuper cette fonction religieuse-là. D'accord, donc on va quitter Bestuniac et justement vous demander votre position dans le dialogue national ou bien le dialogue politique. Notre position, elle est républicaine dans ce dialogue-là. C'est-à-dire que ce qui nous incombe, c'est l'intérêt supérieur de la nation des Sénégalais. Souvent, quand on discute de ressources naturelles, comment les gérer et du devenir du Sénégal, je pense que nous sommes en droit d'être là et c'est en toute responsabilité effectivement que le parti a pris le pari, malgré la situation de non-respect des règles élémentaires de la démocratie, qui a installé ce qu'on peut appeler une crise de confiance entre les acteurs sociaux. Et ça, c'est de la responsabilité exclusive du président de la République qui pose des actes jusque-là qui sont de nature à installer le manque de confiance entre les acteurs politiques et les acteurs sociaux de manière générale. Et ça, c'est mauvais pour la démocratie. Ça mène vers ce qu'on appelle l'insurrection ou en tout cas une défiance vis-à-vis du pouvoir en place.
Donc, vous ne faites pas partie de ceux qui pensent que prendre part à ce dialogue national, c'est un tout petit peu se décrédibiliser. C'est aussi un appel du pied vers Macky Sall. On est un allié comme vous. Absolument pas. Je pense que chacun a sa vision des choses sur cette question-là. Mais en ce qui nous concerne, même si nous pensons qu'il y a des actes effectivement sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, qui sont posés, qui sont antidémocratiques, qui sont anti-républicains, notamment le projet d'élire un maire à Dakar, etc. Le projet de nomination d'un maire à Dakar. Ça, on va y revenir plus tard. Mais ce que je veux dire, comment prendre part à un dialogue où déjà dès le départ, vous n'êtes pas d'accord sur les termes de référence, il n'y a pas... Nous n'avons pas dit que nous ne sommes pas d'accord sur les termes de référence du dialogue. Nous disons seulement que c'est un dialogue qui intéresse l'intérêt supérieur de la nation, notamment la question des ressources. Ce dialogue-là, Bissou-Diack a son mot à dire par rapport à ça. Je pense que ça, mais aussi il devait dire ce pays-là, il faut le gérer, il ne faut pas le laisser entre les mains d'un certain nombre de personnes. D'un certain nombre de personnes, d'un certain clan. C'est un pays que la nation sénégalaise entièrement doit essayer de gérer en apportant chacun notre part. Quelle est justement votre posture par rapport à la gestion des ressources naturelles? Avec tout ce qui s'est passé comme scandale autour de ça, qu'est-ce que Bissou-Diack propose? Bissou-Diack dénonce. Je veux dire, au-delà de la dénonciation, vous avez des propositions sur la table pour prendre part au dialogue national. C'est que vous avez peut-être des propositions sur la table. Totalement. Je pense qu'au-delà des dénonciations de ce qui s'est passé comme malversation, notre position, effectivement, est une position de responsabilité, c'est-à-dire d'union sacrée quand même autour de ce qui est l'intérêt supérieur de la nation, et des orientations peuvent être données pour que... Mais ça lui ouvre comment les choses se présentent. De ces ressources-là soient bien gérées, soient bien distribuées et aillent là où ils doivent aller. Il ne faut pas le laisser à ces gens-là de bout en bout. Je pense que c'est la première position de responsabilité qu'il faut avoir. Mais n'est-ce pas naïf de votre part de penser à ça, vu comment ça s'est passé et tout ce scandale qu'il y a eu déjà avec l'affaire Petro-Tim, l'implication de la famille directe du président de la République, parce que les ressources, il y a eu assez de scandales. N'est-ce pas naïf de croire que vous pouvez faire quelque chose ou contraindre le gouvernement à mettre un tout petit peu de transparence dans la gestion des ressources naturelles? Oui, je pense que nous sommes à un stade où il y a deux positions possibles. Soit c'est boycotter, soit essayer d'infléchir en fait la tendance d'une situation qui visiblement n'est pas ce qu'elle doit être de bout en bout. Je pense qu'il y a une situation où il y a des choses à dénoncer et nous avons opté effectivement pour essayer d'infléchir les choses dans le sens de la bonne marche. Après, viendra, en fait, ça c'est le temps de la négociation, de la mise en chose des places. Après viendra le temps de la justice, qui est dans ce contexte-là, un temps peut-être long, mais qui viendra. Et je pense que Seri Mansour Sy Djamil est une personne ressource dans ce dossier-là. C'est quelqu'un qui a travaillé pendant 27 ans dans une banque qu'on appelle la Banque islamique de développement à Jeddah. Et dans ce dossier-là, c'est une personne ressource, c'est une banque quand même où la structure du capital était essentiellement constituée par les pays pétroliers. Et je pense que dans un contexte où on parle de pétrole et de gaz, on ne peut pas faire l'économie, effectivement, de nous convier justement à des débats sur cette question. Mais je suis quand même assez curieuse de savoir la méthode que vous comptez employer pour faire infléchir justement le gouvernement. Ce sont vos mots. Ce sont des propositions sur la table, des études, des réflexions, des... Participer à une discussion, effectivement, faire des propositions, donner son point de vue, effectivement, c'est une manière, effectivement, d'infléchir le débat. Au-delà de la dénonciation? Au-delà de la dénonciation. Nous restons toujours dans ce siège.
du dialogue national ou du dialogue politique pour en venir au problème de l'OFNAC, d'où le livre de Pape Alé qui est aujourd'hui dans l'actualité. C'est un rapport de l'OFNAC, un code de contrôle sénégalais. Vous avez dû l'avoir, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que le livre ne fait que reprendre en fait le rapport de l'OFNAC. Nous pensons que nous sommes en démocratie et que Pape Ali est un citoyen engagé qui a un point de vue à défendre et que dans un contexte démocratique, c'est tout à fait à l'honneur de la démocratie, c'est tout à fait son droit le plus absolu, effectivement, de parler de ça. Non, au-delà de la personne de Pape Alé Niang, je veux parler moi du rapport, du fond du rapport, ce qui a été, les enquêtes qui ont été menées, les noms des personnes qui ont été nommément signées, des faits en fait. Il s'agit de faits réels qui ont été relatés. Oui, je pense que ça c'est de la responsabilité du président de la République. Dès lors que les corps de contrôle de l'État on produit des rapports sur lesquels il y a des personnes qui sont dénoncées, qui sont dénoncées, qui sont pris la main dans le sac. Je pense que ces personnes-là, il est du rôle de la justice de les arrêter, de faire son travail. Et ça, c'est de la responsabilité du président de la République de donner les directives qu'il faut. Pour que, je veux dire, Pape Alé Niang, par exemple, il est dans son rôle de journaliste. Il a eu un rapport, il a joué son rôle. Mais vous, en tant qu'opposition, hein? Ne pensez-vous pas que vous deviez avoir une autre attitude par rapport à tout ça? Les rapports des corps de contrôle, faire une certaine pression sur le gouvernement. On ne vous a pas vu vous saisir justement de toutes ces questions qui interpellent quand même. Oui, nous sommes en tant que citoyens sénégalais, nous sommes interpellés par ces questions-là. Et je pense que notre position, elle est celle de la majorité des Sénégalais, de l'immense majorité des Sénégalais, qui est une position de dénonciation de cette situation-là. Après, c'est vrai que le parti n'a pas fait spécifiquement des communiqués allant dans le sens de dénoncer cette situation-là, mais en tant que citoyens, nous appuyons effectivement la clameur du peuple, de la société civile, etc. Je pense que notre leader d'ailleurs a été présent à un certain nombre de ces manifestations-là, le président du parti, et ça montre que la position du parti, elle est pour la dénonciation. Mais est-ce que c'est ce qu'on attendait d'une opposition dans un pays démocratique? Est-ce qu'il s'agit juste de prendre part à des manifestations? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de s'opposer réellement? Par exemple, là, je vois que les questions sociales, elles ont été délaissées entre les mains d'activistes de la société civile. Ce qui a fait naître des personnages comme Guy Marius Sagna, comme les Abdou Karim Gueye. Ce sont ces gens-là aujourd'hui qui malheureusement prennent en charge ou bien essaient de prendre en charge les questions sociales alors qu'il y a une opposition sénégalaise. Oui, je pense que le temps d'action de l'opposition n'est pas le temps d'action des activistes. Justement, il n'y a pas d'action actuellement. Ça, le temps d'action d'un parti politique, il est essentiellement un temps d'action électoral. Par conséquent, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes aussi dans une situation où, quand il n'y a pas d'élection, les partis ne peuvent pas véritablement, ont très peu de marge de manœuvre pour s'exprimer, en fait. Ou bien pour montrer, c'est pendant les campagnes électorales. Ça, c'est un aveu d'échec des partis politiques, en quelque sorte. Vous voulez dire qu'ils ne réagissent que lorsqu'il y a des élections, à la veille d'élections? C'est malheureusement ça le constat global. C'est malheureusement ça le constat global. Après, bon, nous vivons quand même une situation au Sénégal assez particulière, qui est que ce que j'appelais la souveraineté du peuple, c'est-à-dire le moyen d'expression du peuple généralement, elle est confisquée. Elle est confisquée par le fait qu'il y a des victoires électorales en fait qui sont fabriquées dans des laboratoires et payées à coût
2 milliards, oui. Venant malheureusement souvent de l'étranger. De lobbies qui sont situés à l'étranger. Donc, cette situation-là fait que la souveraineté du peuple est de plus en plus perdue. Parce que le peuple qui avait droit, effectivement, de mettre en place ses dirigeants, d'élire ou de démettre, n'a plus de moins en moins, quand on voit la manière dont l'élection présidentielle s'est passée, effectivement, avec les sommes qui ont été distribuées pour acheter la conscience des citoyens, on se dit que cette valeur fondamentale de la démocratie, qui est la souveraineté populaire, est de plus en plus confisquée. Il faut réagir par rapport à ça. C'est peut-être à ce titre-là qu'une personnalité très très influente en Afrique, et qui est une femme d'ailleurs, vous voulez parler de qui? Aminata Traoré du Mali disait qu'il faut changer de paradigme de gouvernance de manière générale. Et je pense que c'est très juste de le dire. Il faut changer de paradigme parce qu'on ne peut pas continuer. On n'a plus effectivement les cartes en main. En fait. J'espère qu'en tant que... les cartes en main. J'espère qu'en tant qu'opposition, vous n'allez pas adopter la même posture par rapport à ce projet de nomination du maire de Dakar, que vous allez quand même réagir. Oui. Ne pas vous limiter à la dénonciation. Je pense que c'est ce que je disais. Je pense que le président de la République est en train de faire fausse route. Je pense qu'il a été élu sur la base d'un contrat social, avec la société sénégalaise. Non, mais je veux dire concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire pour lui barrer la route? Parce que tout le monde est d'accord aujourd'hui que c'est un projet qui ne peut pas aboutir, qui ne doit pas aboutir. Nous sommes dans un pays démocratique, c'est un projet qui va fouler pied tous les trucs de la démocratie. Qu'est-ce que vous comptez faire concrètement? Concrètement, d'abord lui dénoncer. Après, se mettre avec l'opposition pour voir quelles sont les actions à mener de ce point de vue-là. Mais il est clair que c'est un projet qui d'ores et déjà est antidémocratique, antirépublicain. Déjà, est-ce que vous en avez discuté? Est-ce que ça a donné lieu à des réflexions au sein de votre parti? Pas collectivement au sein du parti, c'est-à-dire entre membres, militants, etc. Oui, on en a parlé plus ou moins, parce que c'est des questions qui interpellent les Sénégalais de manière générale. Il y a toujours des échanges qui ont lieu entre militants pour se dire il y a telle et telle chose qui se passe, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Donc, il n'y a pas... vous êtes responsable de la vie du parti, etc. C'est des questions normalement que vous deviez aborder au sein des discussions, de trucs de réflexion dans le parti, afin de proposer des idées ou... Oui, c'est tout à fait quelque chose de tout à fait nouveau. Là, je disais que le temps politique est un temps généralement long. C'est-à-dire qu'il faut que le parti se réunisse, etc., les instances pour prendre une décision par rapport à ça. Généralement, c'est des réunions extraordinaires qu'il faut convoquer justement pour cela. Parce que la vie du parti, elle est inscrite effectivement dans une cadence qui est bien libellée, bien structurée. On doit se rencontrer à telle date pour des réunions ordinaires, etc. Et que pour des événements extraordinaires, on peut prendre la décision d'organiser des réunions extraordinaires pour cela, qui intéressent la vie de la nation. Mais est-ce que, sérieusement, est-ce que vous êtes réellement un parti de l'opposition? Totalement. Parce que dans votre démarche, je ne vois pas des réflexions en amont pour faire des propositions. Déjà, vous n'êtes pas aux côtés de la population sur les questions sociales. On a la hausse du prix de l'électricité. C'est vrai que de temps en temps, on voit
votre guide dans les manifestations pour vous représenter, mais derrière, on sent vide. Il n'y a rien, on ne réfléchit pas sur les grandes questions sociales, comment prendre en charge les questions qui se posent et qui intéressent, des questions, des sujets qui impactent sur la vie des Sénégalais. Apparemment, il n'y a pas de réflexion derrière. Est-ce que vous êtes vraiment en partie de l'opposition? Est-ce que vous pensez vraiment jouer ce rôle aujourd'hui, Bess Dugnac? Si, bon, là, vous ne donnez pas, en fait, une question sur laquelle, par exemple, une question sociale sur laquelle... La hausse du prix de l'électricité? C'est une question qui a été prise à bras-le-corps par le mouvement Union Langue, qui regroupe quand même la société civile sénégalaise, les citoyens sénégalais. Et parmi ces citoyens-là, il y a des citoyens qui sont membres... Mais ce que je veux dire, Saliou, c'est que, est-ce que dans un pays démocratique où l'opposition joue véritablement son rôle, est-ce que, sincèrement, est-ce que vous pensez que des figures comme un Guy Marius Sagna qui, individuellement, quoi, allait naître comme ça, puis essayer à lui tout seul de... Même dans les grandes démocraties, on l'a vu en France. Ne pensez-vous pas que l'opposition... Des gilets jaunes, non, ça c'est autre chose. C'est pas la même chose, mais... C'est totalement la même chose. Parce qu'en fait, ce qui engendre des personnalités qui prennent la main face à l'opposition, ça, en fait, c'est dans des contextes où la démocratie et l'état de droit n'est pas respecté. Et dans ces contextes-là, il y a une défiance vis-à-vis de l'autorité qui fait que des personnalités comme ça, comme Guy Marius, effectivement, parce qu'il y a les cadres traditionnels politiques de gestion des conflits, qui sont les partis politiques de manière générale, ou bien les forces syndicales, etc. Et je pense que le président de la République, Macky Sall, est dans une démarche, tu vois, de destruction progressive de l'ensemble de ces cadres-là. Et de ce point de vue-là, on assiste de plus en plus à une défiance de personnalités qui appartiennent à la société civile. Parce qu'il n'y a plus de cadre de dialogue sur des questions qui intéressent la nation de manière générale. Et quand il n'y a plus ces cadres-là, on l'a vu en France, quand les partis politiques ont été mis à côté par rapport à des questions qui sont des questions d'international, des questions sociales notamment. Mais là, on sent qu'ils sont là, qu'ils jouent le rôle d'opposition pour faire vivre la démocratie. On les sent. Oui, parce qu'ils on sent aussi... parce qu'ils sont présents, par exemple, insoumise, par exemple, ils sont présents au Parlement, etc. Bon, je pense que quand on parle de cette question-là, il faudra discuter de beaucoup d'autres choses. Notamment le mode de scrutin au niveau, je parlais d'indépendance du Parlement, mais pour parler de ça, il faut revenir plus en amont et parler du mode d'élection des députés, etc. Et je pense que c'est le scrutin majoritaire, le remettre en cause. Parce qu'on ne peut pas élire quand même plus de la moitié des députés sur la base de ce scrutin-là. Elle n'est pas représentative. Et même la question en France, elle est posée de plus en plus. Elle n'est pas représentative de la volonté populaire. Et par conséquent, je pense qu'il faut en discuter et trouver peut-être les voies et moyens d'insuffler de plus en plus effectivement de proportionnalité. Avant de conclure avec le forum que vous allez organiser la semaine prochaine, est-ce que vous pensez de l'arrestation de Guy Marius Sagna arbitraire, elle est arbitraire, justifiée? Nous la dénonçons non justifiée, elle est arbitraire. Je pense que le président de la République est toujours dans cette logique de casser toute volonté d'opposition. Il n'aime pas l'opposition. Je pense qu'il est réfractaire à toute idée d'opposition. Et par conséquent, nous dénonçons cette arrestation-là qui est arbitraire, non justifiée. On a vu nulle part dans une démocratie des gens arrêtés et mis dans une démocratie, une démocratie réelle, comme la démocratie sénégalaise l'a été jusque-là, des gens arrêtés, mis en prison des mois au motif qui manifestent contre la hausse de l'électricité.
Ce qui m'étonne un peu, c'est que l'opposition se cantonne toujours à dénoncer, rien qu'à dénoncer, et qu'elle ne propose pas. Oui, parce que, en fait, l'opposition. Et ces cadres-là, je pense que la situation politique, elle est biaisée de manière générale. Parce qu'on tant qu'on ne revoit pas beaucoup de choses comme le mode d'élection, comme la représentativité, effectivement, des voix discordantes, comme les voix de l'opposition, le mode de scrutin, etc., on aura toujours une opposition qui est sous-représentée au Parlement. On aura aussi des difficultés, effectivement, à faire entendre dans un cadre légal, qui est le cadre, par exemple, du Parlement, la voix de l'opposition. Parce que tout ça vient de là. En fait, je pense que quand on fausse dès le début les règles de gestion d'une démocratie, justement, on prend le risque d'arriver effectivement à des résultats qui sont la défiance vis-à-vis de l'autorité. Dernière question avant d'en venir à votre forum. Il s'agit d'un probable remaniement où on annonce certaines personnalités de l'opposition. Est-ce que vous en pensez? Vous êtes ouvert à entrer dans un gouvernement genre d'union nationale? On n'en a pas discuté. Mais ce qui est sûr, c'est que on entrera dans un gouvernement qu'avec des conditions. Ces conditions, c'est le respect effectivement de ce qui fonde notre engagement en politique. C'est-à-dire le respect de la démocratie, de l'état de droit, le respect de l'indépendance du pouvoir judiciaire, de l'indépendance du Parlement. Tout ça, c'est théorique. Vous savez concrètement, ça se passe. Il y a un certain nombre de faits qui sont posés qui vont à l'encontre de cela. Et je pense qu'avec un gouvernement qui agit comme ça, je pense que notre morale politique ne nous permet pas effectivement de... Donc vous diriez non à une proposition? Dans la situation actuelle, oui. Dans la situation actuelle, oui. D'accord. Donc je vous laisse conclure avec votre forum qui va se tenir la semaine prochaine. La semaine prochaine sur l'émergence, avec un focus effectivement sur l'éducation. Je pense que le président ghanéen l'a dit. C'est fondamental aujourd'hui que l'Afrique, en parlant d'émergence, puisse retrouver des valeurs qui sont les valeurs propres à l'Afrique, les valeurs de sa culture, de son identité, etc. Je pense que dans un monde globalisé, l'Afrique ne peut pas aller de manière globale à la mondialisation sans être elle-même. Et je pense que le volet enseignement est fondamental, le volet formation à la culture africaine, aux valeurs africaines et aux valeurs africaines, elle est fondamentale justement dans ce processus-là. Et c'est important que les moyens de financement, comme le disait le président ghanéen, soient détenus par l'Afrique. Tant que notre éducation sera financée par des bailleurs de fonds extérieurs, elles vont nous imposer effectivement un certain nombre de choses qui ne font pas gagner l'Afrique. Je pense que la Chine aujourd'hui, elle a réussi le pari de rattraper l'Europe sur beaucoup de questions et elle est aujourd'hui en mode de dépassement parce que tout simplement la Chine elle a basé toute sa réflexion sur son éducation, etc., sur une culture qui est le confucianisme et il faudrait peut-être que l'Afrique suit ce pas-là pour un changement de paradigme réel, parce que ce qui est constaté, c'est que jusque-là, ce qui nous a été proposé a été un échec. Il faut réfléchir et essayer de voir d'autres voies et moyens pour sortir l'Afrique et le Sénégal en particulier de cette situation-là. Je vous laisse donner le lieu du rendez-vous et inviter les Sénégalais qui nous suivent. Oui, le lieu c'est à Nanterre, au chemin de l'île. Ça s'appelle la maison du chemin de l'île. À Nanterre, c'est au 63
boulevard de la République. Oui. Et ce sera... À Nanterre. Dès que vous descendez à Nanterre-Ville, c'est tout droit, en fait, vers le 60. Et c'est ça en présence de Serigne Mansour Sy Djamil. En présence de Serigne Mansour Djamil. Ce sera en présence du porte-parole Sébastien Périmoni, du porte-parole du Parti Solidarité et Progrès, de Toumani Mendy, du Sénégalais Mamadou Ndiaye, du professeur Mamadou Ndiaye. Je pense de Maître Thiel aussi. Donc ce sera une occasion effectivement de débattre de questions intéressantes. Salut Gomis, développement de l'Afrique. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Et vous, nos chers internautes, on vous donne rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro avec un autre invité pour discuter et décrypter l'actualité avec lui.